et c'est difficile dans le travail en fait, parce que le monde du travail ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que les troubles 10 exactement avec précision. Il y a cette idée un peu, bon, c'est bon, ils savent pas très bien lire. Ouais, il y a cette idée un peu que ça passe au-dessus. Alors pas du tout, c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus de mal que ça. Et si c'était que ça, on serait tous plus heureux, je crois. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Dans cet épisode de la matrescence, j'ai eu la chance de discuter avec Elvire Cassan, journaliste, maman d'une petite fille 10 et autrice de l'Odyssée des 10. À travers son regard d'une mère qui vit au quotidien avec ses troubles, Elvire nous raconte une réalité souvent invisible mais bouleversante, les difficultés que rencontrent les enfants 10, mais aussi leurs parents, dans un système éducatif qui parfois les oublie. Dyslexie, dyspraxie ou dysorthographie pour ne citer que, autant de mots qui font peur et qui pénalisent au quotidien les enfants atteints de cette différence. Elvire nous emmène dans son parcours, celui d'une maman face à un diagnostic complexe et un système de soins qu'elle décrit comme un véritable parcours du combattant. On parle de l'attente interminable pour obtenir des bilans, de l'absence de soutien des enseignants, du manque de moyens surtout, et aussi de ce que ça fait de voir son enfant souffrir sans pouvoir réparer tout de suite. Mais Elvire parle aussi de l'espoir, des aménagements scolaires possibles, des petites victoires, de l'importance de s'unir pour changer les choses. Cet épisode est un cri du cœur, un appel à une prise de conscience collective pour qu'enfin on arrête de regarder ces troubles comme des obstacles et qu'on commence à les considérer pour ce qu'ils sont vraiment, des réalités à comprendre et à accompagner. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Elvire. Salut Clémentine. Merci infiniment d'être venue à Bordeaux. Bon, je sais que tu viens aussi en vacances, mais nous rejoindre ici pour que je puisse t'interviewer. J'avais vraiment à cœur de parler de ton livre qui s'appelle l'Odyssée des 10, que tu as écrit pour alerter, informer. J'aime beaucoup l'image parce qu'on voit un iceberg et la face cachée, c'est abyssal, c'est intense. Mais déjà, j'aimerais que tu nous racontes, surtout de donner la définition. C'est quoi un trouble 10? Ça veut dire quoi et ça englobe quoi? Ouais. Merci déjà de m'accueillir. Je suis très contente d'être là. Les troubles 10, en fait, donc c'est un préfixe grec 10 qui veut dire dysfonctionnement. Donc déjà, ça s'annonce plutôt pas très très bien quand on dit dysfonctionnement. Et il y a 6 troubles 10 selon les catégories scientifiques internationales. Donc c'est pas moi qui le dis, mais c'est la science qui le dit. Donc il y a la dyslexie, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à lire correctement, on va confondre les sons, confondre les lettres. La dysorthographie, on va vraiment écrire parfois presque en phonétique, comme on est dans une langue opaque. Le son « en », il va s'écrire de plein de manières différentes. Donc des enfants ou des adultes qui présentent une dysorthographie, le son « en », ils vont l'écrire de manière différente dans une même phrase. Et surtout, ils ne voient pas nécessairement leur faute. Comme ça s'inverse. Il y a ce qu'on appelle aussi la dyspraxie. Alors aujourd'hui, on dit trouble développemental de la coordination. C'est vraiment tous les enfants et les adultes qui ont du mal à se repérer dans le temps, dans l'espace, qui ont la finesse du geste est complexe, c'est-à-dire que nouer ses lacets c'est compliqué, attacher ses vêtements, zipper son blouson c'est complexe. Et quand on est adulte, ce qui est très compliqué, c'est passer le permis. Et c'est un véritable frein à l'accès à l'emploi. Donc c'est un grand problème parce qu'il y a peu d'auto-écoles de moniteurs d'auto-école qui sont formés et c'est très compliqué pour ces adultes-là de rentrer dans l'emploi sans le permis.
Il y a tout ce qu'on appelle la dysgraphie qui va un peu ensemble. Donc, c'est des enfants ou des adultes qui écrivent très, très mal. Mais c'est pas parce qu'ils ne s'appliquent pas. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, il va y avoir des grands G ou des petites lettres, des choses comme ça. Et il va y avoir aussi la dysphasie. Alors, la dysphasie, on dit aujourd'hui trouble développemental de l'oral, du langage oral, TDLO. Et là, c'est par exemple quand on est un adulte et qu'on fait un AVC, on peut perdre l'usage de la parole, on doit être rééduqué. Et ben les enfants dysphasiques ou les adultes dysphasiques, c'est des enfants qui ont l'intelligence, mais qui n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à trouver les mots et à faire des phrases. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que tous ces troubles 10, il n'y a pas de déficience intellectuelle. C'est des enfants qui sont intelligents, mais qui sont empêchés parce que c'est un trouble neurodéveloppemental. Et il y a la dyscalculie. Et il y a la dyscalculie, que j'oublie toujours en ce moment, parce que ma fille est dyscalculique, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, il y a la dyscalculie, et donc là, on a du mal on confond. 6, 8, 9, souvent, on les inverse. On se repère pas bien. Et surtout, ils se repèrent pas. C'est-à-dire que 10 millions, 1 million, 10 euros, 100 euros, c'est à peu près tout pareil. C'est très compliqué pour eux de voir les échelles, les ordres de grandeur. Ça, c'est handicapant quand même dans la vie. Ça, c'est très handicapant, la dyscalculie, parce que quand on grandit. Pour rendre la monnaie dans tous les jours, c'est ça, ils sont incapables. C'est trop compliqué de faire les soustractions et tout ça. Et puis surtout de comprendre, Pauline, qui est dans le livre, elle est très dyscalculique et vraiment, elle comprend pas, quoi. La valeur, au final, la valeur, des c'est choses. ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu l'as dit, ce sont des troubles neurodéveloppementaux, on appelle ça des TDN. Pendant très longtemps, en France, ça a été très mal diagnostiqué. Ces troubles-là, d'ailleurs, pendant beaucoup trop longtemps, on a accusé la mère d'être responsable de ces maux. Ça fait combien de temps qu'on comprend que c'est neurologique et qu'on n'y peut rien? Ouais, ça fait depuis les années 2000 à peu près, donc c'est assez récent. Finalement, la France était en retard. Effectivement, on a été porté en France sur tout ce qui concerne les troubles du neurodéveloppement, l'autisme notamment. C'était très porté par un courant psychanalytique où c'était la faute de la mère. C'était des relations trop fusionnelles et on incitait même, certains psychanalystes incitaient même à séparer la mère de l'enfant. C'était assez violent et très culpabilisant pour les parents et notamment pour les mères. Depuis les années 2000, finalement, il y a des travaux de recherche qui sont menés, notamment parce que la France présente un retard, parce qu'il y a un plan qui va être initié par la ministère de l'Éducation nationale, qui était Ségolène Royal à l'époque, qui dit il faut quand même regarder un petit peu pourquoi est-ce qu'on a des enfants dans les classes qui n'arrivent pas à lire. Quelle est la raison? Et donc là, il y a un plan, en fait, le plan Ringard, qui va commencer à étudier ça et ça va donner un peu les prémices et après les scientifiques, les chercheurs, en fait, les neuroscientifiques vont s'y pencher. On va se rendre compte, donc dans les années 2000, on se rend compte, on fait ce qu'on appelle des IRM fonctionnels. Donc on regarde dans le cerveau et on voit que les enfants qui sont en train de lire, qui présentent un trouble 10, ça s'allume pas pareil qu'un enfant qui n'a pas de trouble 10. Voilà. Quand j'ai lu ton livre, j'ai appris quelque chose, c'est qu'en fait, la langue française produit plus de personnes dyslexiques. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, tout à fait. C'est assez surprenant finalement. Et en fait, on a une prévalence en France de l'ordre de 6 à 8% des enfants qui présentent des troubles 10, notamment la dyslexie, qui est le trouble le plus courant. Alors qu'en Italie, qui est une langue transparente, on est qu'à 3,6%, quelque chose comme ça. Ça veut pas dire ça veut dire qu'il y a moins d'enfants de 10 en Italie, mais parce que les troubles 10, c'est vraiment, il y a plusieurs causes en fait aux troubles. Il y a le cerveau qui fonctionne différemment, donc c'est un trouble neurodéveloppemental, donc les trajectoires sont pas les mêmes, ce qu'on peut voir dans les IRM. Et il y a ce qu'on appelle des facteurs environnementaux qui peuvent être des facteurs aggravants. Dans les facteurs environnementaux, il peut y avoir une prématurité, ça en fait partie. Et il y a la langue transparente et la langue opaque. En France, on est dans une langue opaque, comme en Angleterre. C'est-à-dire que le son O, le son en, on les écrit de différentes manières. Donc, on ne prononce pas toutes les lettres. Alors que l'italien, je sais pas si tu parles italien, mais en italien, toutes les lettres que tu dis à l'oral, tu les écris. Donc, ils passent le seuil endémique, en fait. Ils peuvent pas l'être, ils peuvent rattraper. Comme c'est des enfants qui sont intelligents et qui compensent beaucoup, ils passent pas le seuil. Alors qu'en France, non, en fait. En fait, c'est comme si notre langue leur mettait des bâtons dans les roues en permanence. Ouais. Et même pour quelqu'un qui ne l'est pas, on a une langue qui est difficile à l'écrire. On a une langue opaque très complexe, extrêmement complexe à écrire, à orthographier. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré beaucoup d'adultes, de dyslexiques et de dysorthographiques, ma fille, et c'est vrai que quand elle m'écrit des mots, il faut vraiment
Enfin, c'est pas du tout une dictée ou des mots de quelqu'un qui fait des fautes, ouais, tu vois, de participes passés les plus courantes. Non, mais vraiment, faut t'es propulsé dans un autre univers, hein, elle écrit en phonétique. Oui, c'est ça. En fait, faut que tu te imagines que ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle a entendu. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, comment elle va m'écrire K, O, et plus loin, parce qu'ils savent pas forcément faire les césures. Elle est petite, hein, elle va avoir 10 ans, mais man, elle va me l'écrire M-A-N, comme la syllabe man de maman. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, bon, j'écris comme elle l'entend. Je lis comme elle l'entend. Ça paraît logique, hein, finalement. C'est juste que nous, on a appris une langue qui est, ouais, c'est ça, qui est difficile. Moi, j'avoue que quand ma grande qui a 7 ans, elle me demande, maman, pourquoi ça s'écrit comme ça? Alors là, te dire pourquoi est-ce que là, on a choisi ce son-là et pas l'autre. Ouais, c'est ça, on n'a pas forcément la raison, on n'a pas forcément l'étymologie de tous les mots. Et puis finalement, bon voilà, c'est une autre manière mais ils ont quand même besoin. Alors heureusement, maintenant il y a des outils de compensation, des outils numériques, les dictées, tout ça aide beaucoup, notamment les adultes. Oui, c'est vrai que le fait d'écrire à l'ordinateur, il corrige, gommer, voilà, ouais, ça corrige tout de suite. C'est pas très grave. Et c'est pour ça qu'il y a des équipements qui sont donnés pour les enfants à l'école. Alors, tu as écrit ce livre parce que tu l'as dit, tu es touchée par ce trouble via ta fille. Déjà, c'est héréditaire, donc c'est un de vous deux, ses parents qui avaient ça ou pas du tout là? Ouais, si, c'est ça. En fait, t'as une chance ou un risque, ça dépend comment on se situe, de le transmettre à ton enfant. Et ouais, c'est mon mari. Donc toi, tu découvrais vraiment ce monde finalement. Parce que ton mari savait déjà qu'il avait un en fait, c'est assez étonnant parce que lui, il est pas tout à fait de la même génération. Et en fait, il a été chez l'orthophoniste petit, mais jamais on lui a dit qu'il était dyslexique. C'était vraiment une autre époque où on le disait pas, mais même on le disait pas aux parents. Et c'est plutôt comme plein de parents en fait. C'est-à-dire que quand le diagnostic est posé, on se retrouve dans la salle chez le professionnel de santé et ça fait complètement écho en fait à des souvenirs d'enfance. Mais ça, ce qu'il a vécu, c'est énormément de parents que j'ai pu rencontrer ont ressenti exactement la même chose. C'est-à-dire que l'enfant dont on est en train de parler, c'est l'enfant qu'ils ont pu être. Et ça, c'est assez ébranlant quand même. Donc moi, en fait, je le découvre. C'est-à-dire que parce qu'en plus, il a beaucoup compensé parce qu'il est extrêmement intelligent. Donc finalement, je vois pas. Et puis je sais pas, dans la vie, en fait, ça se voit beaucoup à l'école et quand on est petit, après, il trouve toujours des moyens pour compenser, pour contourner. Donc je découvre tout à ce moment-là. Ça fait un sacré lot d'informations à assimiler pour toi. Donc tu te poses des questions à peu près au moment du confinement sur ta fille. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. Et donc tu t'es dit, il faut que je comprenne ce qui se passe, ou t'es un peu dans le déni? Au début, je me dis, tiens, non, faut que je comprenne. Faut vraiment que je comprenne. Je suis dans le déni à un autre moment, finalement. Au début, non, j'ai besoin de comprendre, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce qu'elle confond comme ça autant? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'elle oublie? Quelque chose qui est assez frappant chez ces enfants, c'est qu'ils oublient. C'est-à-dire qu'ils vont savoir très bien des choses, les jours de la semaine, les mois, et ça disparaît. Et comme j'avais lu plein de trucs en étant enceinte, sur les périodes, notamment Maria Montessori et les périodes dites sensibles de l'enfant, je me disais, mais c'est quand même pas possible qu'elle ait oublié des choses alors qu'elle était dans des périodes sensibles. La période sensible, c'est l'idée qu'il y a des moments où les enfants apprennent des choses et ils peuvent plus jamais les oublier. Ça reste ancré à vie. Et là, je me dis, mais comment elle a pu oublier les jours de la semaine? Bref. Et non, j'ai besoin de comprendre. Je mets pas forcément ça sur le coup du confinement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est différent. Et donc non, là je rentre dans les parcours, mais c'est quand le diagnostic tombe, je suis un peu secouée, mais j'ai cette idée que ça va passer. En fait, ce dont je n'avais pas pris la mesure, c'est que c'est des troubles durables, et je pensais que ça passerait. Et en fait, c'est à force de rendez-vous, de rééducation, où en plus j'ai des troubles, elle a des troubles qui s'accumulent. Je me dis, en fait, ça va pas passer. Et là, c'est dur. Là, c'est très dur parce que c'est vraiment prendre conscience que je suis dans un autre monde. Ouais, c'était dur, ça. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on dise dyslexie? Est-ce que ces troubles-là, c'est ce à quoi tu t'attendais? Ouais, je m'attendais à ça. Je m'attendais quand même à ce qu'on me dise qu'elle avait... Ouais, je m'attendais à ça. Parce que tu racontes dans le livre et à plusieurs moments, hein, tu vis ça où on te catégorise mère trop inquiète, on te prend pas au sérieux, en gros. Comment est-ce que toi tu le vis à chaque fois que t'as cette intuition, cette sensation, voilà, qu'il y a un truc qui est différent et qu'on t'écoute pas?
Bah, t'es très seule. Tu te sens très seule et en fait, finalement, dans tout le parcours, même aujourd'hui, je me sens très seule. Ouais, je me sens très seule. Et je sais qu'on est beaucoup de mères à se sentir seule. Ouais, je me sens très seule et puis je me remets en question. Évidemment, je me remets forcément en question en me disant peut-être que c'est moi, peut-être que c'est mon héritage, peut-être parce que je suis issue d'une famille où on a lu jeune, des choses comme ça, et même moi. Donc je me dis peut-être que c'est moi qui suis trop exigeante. Je suis un peu perdue, mais t'as toujours quand même au fond de toi le truc qui te fait dire non, là quand même, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, ce que je dis dans le livre, c'est que effectivement, quand je dis il y a quelque chose qui va pas, notamment à l'école, et qu'on me renvoie gentiment dans mes 22 pour me dire bon, vous arrêtez un peu, vous êtes un peu trop exigeante. Bah c'est ce que vivent plein d'autres mères. C'est-à-dire qu'il y a plein de mères qui ont alerté les écoles, les instituts, et où on leur a dit non, pas du tout, et qui 6 mois après convoquent les parents ou la mère pour dire ça va pas du tout. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc là, à partir de ce moment-là, donc c'était en maternelle, ta fille à ce moment-là était en maternelle, t'avais déjà eu donc cette intuition qu'il y avait quelque chose, on t'avait gentiment dit arrêtez de vous inquiéter, puis au final, on t'a confirmé. Là, commence un parcours du combattant dont tu parles. C'est intense à lire, je trouve, parce que on sent tellement de détresse et d'injustice quand on lit ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter en termes de temporalité, les délais et comment ça se passe pour pouvoir avoir les soins adéquats pour un trouble comme ça? Ouais, ça c'est tu l'as dit, c'est vraiment il y a une très grande injustice départementale et d'où tu viens en fait. Enfin non, c'est très dur et ça je le découvre. C'est-à-dire que j'ai pas du tout idée que je vais être confrontée à des délais si longs et à pleurer autant au téléphone. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je comprends pas. C'est-à-dire qu'on me dit, d'abord, souvent, on demande en fait à faire un bilan neuropsychologique pour vérifier comment se situe l'enfant. Est-ce qu'il est intelligent, pas intelligent, comment est-ce qu'il est situé. Et ça, déjà, je découvre que les délais sont très longs, mais et que c'est pas remboursé, ni par la sécurité sociale et parfois par certaines mutuelles. Et c'est quand même des coûts. Nous, on avait payé, je crois, 600 €, mais c'est entre 300 et 800 €. Ça dépend des villes, évidemment. Moi, j'en ai fait un à Bordeaux, c'était 500 €. Voilà, c'est ça. Et t'es pas remboursé. Non. Donc c'est quand même onéreux. Et en plus, nous, il y avait 3 rendez-vous. Donc, il faut en plus amener l'enfant, sortir l'enfant de classe. C'est long. C'est des rendez-vous qui sont longs pour elle. C'est 1h30 à regarder, à faire des exercices, des choses comme ça. Donc, ça propulse aussi l'enfant. Elle est petite à ce moment-là, dans un autre univers, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose de... Ils comprennent très bien qu'ils sont différents. Assez vite. Ils le comprennent très bien. Donc, ça, c'était déjà compliqué. Donc là, j'ai mis 6 mois entre le début des coups de fil, avoir les rendez-vous et avoir la restitution, ce qui est pas si long finalement parce qu'il y a des délais encore plus longs, mais j'ai mis 6 mois. Et après, après là c'est l'orthophoniste, donc qui est quand même le professionnel de santé qui est au cœur de la remédiation de tous ces troubles. C'est-à-dire que l'orthophoniste, il est central, capital, quel que soit le trouble. La dyscalculie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, c'est le psychomotricien, et la dyslexie, c'est vraiment l'orthophoniste. Donc il est super important. Et on sait en plus que plus on rééduque petit et de manière intensive, c'est-à-dire minimum 2 fois par semaine, meilleurs sont les résultats, puisqu'en fait, comme c'est dans le cerveau, on modifie un peu une trajectoire. Donc là, c'est très très long. Mais là, moi, j'ai appelé. J'ai mis 6 mois pour avoir un rendez-vous avec rendez-vous de bilan, mais je n'avais pas la certitude que derrière, elle pourrait la prendre en rééducation. Et là, moi, je rencontre pas mal de parents, mais c'est 2 ans. Il y a plein de départements où je vais et on me dit, mais moi, j'ai 2 ans d'attente chez l'orthophoniste. Qu'est-ce que je fais? Mais moi, et on précise, tu vis à Paris. Où on pourrait penser que il y a énormément de professionnels de santé, donc il y a moins de délais. Mais en fait, c'est quand même un parcours du combattant en vivant à Paris et pas en étant dans l'Ardèche, par exemple. Oui, alors, mais dans l'Ardèche, c'est 2 ans et ils changent de département. Donc, on est assez bien lotis. À Paris, 6 mois. On est bien lotis. Donc, et là, tu viens de dire, c'est 6 mois d'abord pour avoir le résultat du bilan neurologique où on te dit que ton enfant a un trouble. Et ensuite, c'est 6 mois avant d'avoir le premier rendez-vous avec l'orthophonie. Donc, il y a déjà eu 1 an de perdu. C'est ça. Avant de pouvoir avoir un impact sur son trouble. Avant que commence la rééducation. Et c'est ce qu'on disait, en fait, comme tu sais que c'est mieux quand l'enfant est petit parce que tu rééduques mieux. Bon, tu perds 1 an. Et en plus... c'est des enfants quand même qui sont souvent en situation de classe en péril, en difficulté. Tu vois, et c'est un impact sur leur conscience. Donc ils voient qu'ils y arrivent pas, et toi t'as pas de solution. Tu peux pas les aider en fait. Tu veux les aider, tu mets tout en place, mais t'es pas formé en fait. T'es pas formé en plus, ça c'est certain. Mais en plus,
t'as pas le rendez-vous en fait, et t'as pas tu rentres pas dans la rééducation. Donc si tu rentres pas dans la rééducation, finalement, ton enfant perd du temps. Et encore, moi, elle est bien lotie, hein. Vraiment, moi, il y a plein de familles que j'ai rencontrées, ça met 2 ans. Donc pendant 2 ans, tu sais que ton enfant est à la peine en classe, tu sais qu'il perd confiance, mais t'as pas de solution. Et donc une fois que tu rencontres l'orthophoniste, elle te prend. Elle me prend. Elle garde Judith parce que c'est une chance. Ouais, elle est super. En plus, elle est super. Et puis c'est vraiment l'orthophoniste, ça devient. Tu pleures chez l'orthophoniste, tu vois. Donc parce qu'elle sait ce que tu vis. T'en parles pas trop aux gens à côté de toi. Ta famille comprend pas forcément, les amis comprennent pas toujours. En fait, tu pleures chez l'orthophoniste. Quand le temps. Quand c'est poussif pour ton enfant, quand il a pas forcément envie d'y aller, quand tu vois qu'il y arrive pas, quand toi t'es démuni pour plein de raisons, que tu fatigues. Ouais, moi il y a beaucoup d'orthophonistes qui me disent ça, qui me disent que ils sont en soutien. Ouais, ils sont en soutien aussi, ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Donc ça c'est dur enfin moi j'aime beaucoup. J'ai une sorte de tendresse pour l'orthophoniste de ma fille. Je la remercie dans l'univers parce qu'elle nous a quand même vachement aidés, ouais. Et donc, une fois que ce parcours commence, moi, je suis frappée en lisant ton livre, c'est l'intensité et le temps que prend ce parcours pour ta fille, évidemment, qui doit sortir de l'école d'un rendez-vous à 15h, mais pour toi qui a un travail à côté. Ouais. Et cette injustice-là, elle se traduit par ça, je pense, de ce déni que tu disais que tu as eu, où tu pensais que ça allait durer quelques mois. Et en fait, tu te rends compte que ce parcours du combattant qui est intense, ça va durer très, très longtemps. Comment est-ce que tu t'organises? Comment vous faites? Ouais, ça c'est très compliqué. Et encore, moi, je suis assez bien lotie parce que je peux m'organiser à peu près comme je veux. Mais il y a une très grande précarisation des mères. Et ça, tu vois, dans le livre, il y a quand même un truc où c'est un peu dire, un peu toutes les injustices aussi du système finalement. Et tous les enfants qui vont pas forcément être rattrapés parce qu'il y a des familles qui peuvent pas. Et ça, moi, ça me bouleverse à chaque fois parce que j'en ai rencontré évidemment. Et donc ma fille a beaucoup de chance parce que on peut gérer, on peut payer. C'est quand même aussi très important à dire parce que c'est pas le cas de toutes les familles parce que les soins peuvent être très onéreux. Alors l'orthophonie c'est remboursé, mais comme elle a des séances en parallèle chez le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'un ou l'autre et qu'elle a un suivi psy, ben t'en as pour 500-600 euros par mois quand même, l'un dans l'autre. Comme c'est une fois par semaine les séances de rééducation, donc c'est quand même beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Comment je m'organise? Ben je cours tout le temps. Non, en fait, t'es vraiment en tour de contrôle. Vraiment, t'es en tour de contrôle. C'est-à-dire que tu dois tout gérer. Ton emploi du temps, les rendez-vous, gérer l'enfant, la récupérer, la sortir de classe, l'épauler. En plus, comme c'est déstabilisant qu'elle est petite, moi, j'ai fait le choix d'être là. Mais j'aurais pu faire un autre choix. J'aurais pu prendre une babysitter qui s'en occupe, qui l'amène et tout. Mais en fait, elle est tellement fragile. Comme elle a un trouble anxieux associé, donc elle est quand même très fragile et elle a besoin que je sois là. Et donc je me dis je suis là. Donc voilà, je fais ça et je fais beaucoup. Mon mari fait aussi. Donc on essaye de se relayer selon nos semaines. Mais ouais, c'est difficile et c'est difficile dans le travail en fait. Parce que le monde du travail ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que les troubles 10 exactement avec précision. Il y a cette idée un peu c'est bon, ils savent pas très bien lire. Ouais, il y a cette idée un peu que ça passe au-dessus. Alors pas du tout, c'est beaucoup plus ça fait beaucoup plus de mal que ça. Et si c'était que ça, ben on serait tous plus heureux, je crois. C'est vrai que je vous encourage à lire ton livre parce que, comme tu le dis, c'est une plongée dans ce monde-là. Et comme beaucoup de gens, je pense que j'avais ce cliché associé où voilà, ils ont du mal à lire et ça pose problème évidemment, mais on s'en sort et on voit pas en fait que c'est juste le haut de l'iceberg, comme l'image de ton livre, et qu'il y a une cascade de problématiques qui surviennent derrière. Et surtout, tu donnes un chiffre qui est hyper fort, c'est le taux d'anxiété et de troubles anxieux comme à ta fille chez les personnes qui ont un trouble 10 qui est de 80% ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la précarisation des mères qui est de 82%. Les mères suivent le parcours de soins à 82%, donc elles se précarisent, donc beaucoup se mettent à mi-temps. Tu vois, j'ai eu un message là en arrivant d'une maman qui me dit je m'occupe de mon fils qui est en 3e, donc qui est multi-10, quand ils ont plein de troubles, on dit qu'ils sont multi-10, qui est multi-10, il a vraiment besoin de moi parce que c'est une année qui est compliquée, bon mais j'ai réduit mon activité professionnelle. Ça, c'est la réalité des mères.
Vraiment. Moi, j'en rencontre beaucoup qui sont des béquilles et qui doivent avoir les rendez-vous parce que moi, à Paris, je m'en sors à peu près. J'ai des trajets en métro, mais ça va. Mais les familles qui sont à Clermont-Ferrand, enfin, qui sont en Ardèche, qui doivent aller à Clermont-Ferrand quand vous avez 1 heure de trajet pour aller chez l'orthophoniste 2 fois par semaine, quand vous avez cette chance, et qu'il faut rentrer, ça veut dire que vous avez 3 heures de temps, 2 après-midi par semaine. Donc c'est énorme. En fait, on n'imagine pas. Et moi, je suis un peu en colère même, parce que je me dis, mais il n'y a pas d'ouverture du numerus clausus des orthophonistes. Il y a 36% de zones sous-dotées. Combien d'enfants, il y a d'autres, pas pathologies, mais il y a d'autres choses à rééduquer. Il y a tous les adultes qui font des AVC, il faut leur réapprendre la parole, choses comme ça. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de patients. On en fait quoi finalement? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Ça, c'est assez terrible quand même. Moi, je suis toujours démunie quand j'ai des mères qui me disent, mais c'est tous les jours, ou quand qui me disent, moi j'ai 2 ans d'attente, quelle est la solution? Et je n'ai pas la solution, donc et je sais que la Fédération nationale des orthophonistes, ils demandent une ouverture du numerus clausus. On fait quoi en fait? Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu vachement de chance. Ma fille elle a eu beaucoup de chance. Ce qui paraît faux parce que quand on lit ton livre, on se dit c'est très long. Ouais. Alors que au vu de la cartographie pleine de la France, c'est de la chance d'avoir eu si rapidement un rendez-vous. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je rentre dans cette découverte de ce monde-là, je me dis mais c'est pas. En fait, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'on oublie la sidération. Tu vois, toi, t'es sidéré de dire putain, elle a mis 1 an, super long. Et moi, maintenant, qui baigne dedans, je me dis 1 an. En fait, j'ai vachement de chance. On oublie le fait d'être sidéré. En fait, c'est sidérant d'attendre 1 an pour un enfant qu'il ait 2 séances d'orthophonie d'1 demi-heure par semaine. Juste pour l'aider à être dans une lecture qu'on dit fonctionnelle et réussir dans les apprentissages. Et donc, si je reviens juste sur ma question, le trouble anxieux, c'est quoi? C'est 40% alors? J'ai confondu, tu vois, je fais de la dyscalculie peut-être. Ouais, c'est ça, ils ont des troubles anxieux ou des TOC qui peuvent être associés ou des troubles de l'opposition qui peuvent être associés et souvent, ouais, c'est 40%. Et c'est énorme quand même. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est significatif. Oui, c'est ça, puis ça montre un mal-être. Ça montre à quel point c'est un mal-être, à quel point c'est pas un petit truc comme ça qui passe comme j'ai pu l'imaginer un temps. Donc, quand on a un trouble neurodéveloppemental de cet ordre, c'est pour la vie, ce trouble-là, on répare pas le cerveau. Enfin, je veux dire, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu de recherche qui fait ça. Comment ça se passe une séance d'orthophonie? Qu'est-ce qu'on met en place pour ces enfants-là pour qu'ils soient le moins possible gênés à la lecture? Ouais, alors elles font plein de choses. Alors il y a ils lisent des petits textes et parfois ils lisent des mots qui n'ont pas de sens. Donc, c'est des syllabes qui sont associées d'une certaine manière. Donc, ça, c'est pour éduquer et pour discriminer. On leur apprend à discriminer les sons, des choses comme ça. Ils font parfois des petits exercices aussi d'écriture, de dictée, pour voir comment est-ce qu'ils sont. Et en fait, ce qu'on évalue, c'est la fluence aussi, la rapidité de lecture. Donc, en fait, les bilans orthophoniques, mais ça, les orthophonistes le diraient mieux que moi, mais on regarde est-ce qu'ils lisent vite ou pas vite, quelle est la fluence, comment est-ce qu'ils discriminent les sons, les confusions. Et on les fait écrire pour voir après évaluer aussi la dysorthographie. C'est vrai que ici dans ce studio, j'ai reçu un professeur émérite de sociologie qui parlait de l'école, qui s'est très longtemps intéressé à ça, François Dubé, et il expliquait que pour savoir s'il y a une réussite scolaire, c'est comment l'enfant lit. Donc on sait que l'affluence de lecture d'un enfant est déterminante pour la suite du parcours scolaire. Donc j'imagine que c'est un handicap monstrueux quand un élève qui est intelligent, parce qu'on n'est pas en train de parler d'intelligence, est handicapé dans cette fonction qui est basique pour l'école au final. Ouais, c'est ça en fait. L'école en France, elle n'est que sur l'écrit. Donc comme elle n'est que sur l'écrit, tu ne vas être évalué que sur ce que tu es capable de lire et de produire à l'écrit. Donc, t'es pas évalué sur qu'est-ce que t'as retenu, qu'est-ce que t'as appris. T'es évalué sur comment t'écris, comment tu lis, pas sur ton raisonnement. Donc ça, c'est très, très compliqué. Donc finalement, moi, je dis assez régulièrement, c'est pas des handicapés de la vie parce que tu peux avoir une reconnaissance du handicap pour l'enfant, mais c'est vraiment des handicapés de l'école. Parce que l'école ne se met pas, n'adapte pas. Et c'est compliqué, t'en parles beaucoup dans ton livre de cette vie en dehors du foyer, que au final s'il y avait pas cette difficulté à aller à l'école, potentiellement ces enfants ils auraient quand même une anxiété moindre et une réussite différente.
tu cites le Canada, qui eux se sont beaucoup plus adaptés à ça. Moi, qui étais au lycée aux États-Unis, j'ai été scotchée de l'importance de la parole, de l'oral dans le parcours scolaire, et de voir à quel point nous on était enfermés sur l'écrit et qu'on n'est jamais valorisé sur nos compétences à l'oral. Est-ce que c'est propre à chaque maître ou maîtresse de pouvoir s'adapter, ou est-ce qu'il y a des directives aujourd'hui pour aider ces enfants? Parce que tu dis c'est à peu près 2 par classe. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est 2 élèves par classe, donc c'est vraiment considérable. Non, alors l'éducation nationale, l'école, c'est un endroit qui est très compliqué pour ces enfants, parce que l'éducation nationale quand même souhaite qu'on soit dans une norme qui est l'écrit. Vraiment. Donc, quand vous avez un enfant qui n'y arrive pas en classe et qu'il y a pas de... En fait, ce qui se passe surtout, c'est qu'ils ne sont pas formés. Donc, il y a une absence de formation des maîtres, des instituteurs, des professeurs, des écoles et même au collège. Ils n'ont pas de formation. Donc, on est dans un système en France où on dit que l'école est inclusive. En fait, la loi il y a une première loi, 2005, la loi à 20 ans, où on a dit on fait venir tous les enfants. Donc ça veut dire avant était dans des IME. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors les enfants dans les IME, c'était plutôt les autistes plus que les 10. En fait, les 10, les TDAH, il y en a toujours eu, sauf que ils étaient en fond de classe. C'était le bonnet d'âne, le cancre, il sait pas lire, il sait pas écrire. Et moi, en fait, sur ma génération, ils partaient en voie technique, en filière technique. Et on voulait pas en entendre parler. Ils étaient bêtes, ils étaient cancres, paf, ça sortait. Donc en fait, ils existaient déjà, hein. C'est juste qu'on les diagnostiquait pas. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on diagnostique ces enfants. Je sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, on les diagnostique plus. Donc, de facto, il y en a plus qui rentrent dans l'école. Enfin, qui sont identifiés, en tout cas. Donc, effectivement, je crois que c'est 3 fois plus. En 20 ans, il y en a 3 fois plus. Mais personne n'est formé. Donc, on vous dit, on va accueillir et on va rendre accessible l'école. Très bien. Bon, après, finalement, moi, je me dis, école inclusive, finalement, l'école devrait toujours être inclusive. Bon, passons. Mais bon. Et finalement, personne n'est formé. Donc, on a des grands effets d'annonce. On accueille, c'est génial. On a plein d'enfants qui présentent des troubles dans les classes. Très bien. Mais il n'y a pas de formation. Et quand je dis qu'il n'y a pas de formation, c'est-à-dire que en formation initiale, ce n'est que depuis 2019, donc presque 15 ans après la loi 2005, qu'on se dit, on va mettre 20 heures de formation sur le handicap. Mais le handicap, c'est très, très vaste. Et tu vois, t'as l'autisme, les parcours administratifs dedans, le trouble de l'attention avec hyperactivité, les 10, enfin c'est minuscule, c'est rikiki. Donc les enseignants ne sont pas armés. Et en formation continue, ceux qui le demandent, c'est pas forcément prioritaire, et ceux qui veulent partir longtemps, faut être remplacés, peuvent pas être remplacés. Donc déjà, on est un peu mal barré. Il y a pas de formation. Et comme il y a pas de formation, ça peut être prof et établissement dépendant. C'est-à-dire que tu vas avoir une année un super prof qui va hyper adapter, mais ça lui demande quand même un travail considérable de faire de la pédagogie différenciée. Et une année, tu vas avoir un prof qui en aura rien à faire et qui va mettre ton enfant au fond de classe, qui va pas s'en occuper. Et là, ça peut être très, très grave, en fait, les conséquences sur l'enfant. Tu le racontes ça. Ta fille, elle a eu de la chance au départ. Elle a été plutôt bien accompagnée à l'école primaire. Et puis, il y a la classe de CE2, où là, tu la nommes l'année pouf, où là, sa maîtresse la relaye en permanence sur le pouf et elle dort et elle fait plus rien. T'as quel levier dans ces moments-là? Toi, en tant que parent? Alors, je suis pas du tout une exception, hein, c'est pas rassurant, mais toutes les mères que j'ai pu rencontrer m'ont dit, tu verras, t'as toujours une année, CE2, CM1, CM2, dans ces classes-là, qui se passe très mal, ça se passe toujours mal à ce moment-là, notamment pour l'enfant, parce qu'il prend vraiment conscience de la différence. Donc ça se rajoute. Et moi j'ai pas de levier en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis confrontée à une maîtresse qui est pas foncièrement méchante, hein, mais qui n'écoute pas. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'écoute pas, faut bien comprendre en fait que ça c'est un truc qui a été très difficile pour moi. La première fois que c'est arrivé, c'était la réunion de l'équipe l'ESS, l'équipe de suivi éducative. Où là, et là ça m'a, je crois que c'est cet endroit-là où je me suis dit, ah ouais, là t'es propulsée vraiment ailleurs. Où t'es avec le médecin scolaire, psychologue scolaire. Donc nous on avait de la chance, il y en avait, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des établissements où il n'y en a pas, et quand il n'y en a pas, il ne peut pas y avoir de mise en œuvre des aménagements pour les enfants. Enfin, c'est hallucinant quand même. Ça veut dire que tu sais que ton enfant va pas, on te préconise des aménagements, mais comme il n'y a pas de médecin scolaire, mais il n'y a pas d'aménagement mis en œuvre par l'école. Voilà. Tu vois la manière quand même dont on traite ces enfants. Bref, et donc là moi il y avait médecin scolaire, psychologue scolaire, l'orthophoniste était venu, directrice d'établissement, maîtresse, et ma fille n'était pas là bien sûr, et les parents.
Et là, on parle de ton enfant. C'est-à-dire que là, t'es dans une salle, tu vois, de classe. Et là, on coche, t'as vraiment des cases, quoi. On dit, bon, ben, ça, c'est recommandé, ça, c'est pas recommandé. Faut qu'elle soit face au tableau, pas face au tableau. Mais là, elle y arrive pas. Moi, je l'ai observé comme ça dans la cour, comme ça dans la classe. Et ça, moi, ça a été un des trucs les plus violents pour moi. Parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça ma réalité. Tous les ans, ça va être comme ça. Tous les ans, on va me dire comment est mon enfant, ce qu'elle est capable, pas capable. Et puis, en plus, c'était difficile parce que moi, elle est très anxieuse. Ma fille, elle a ce qu'on appelle même un stress de performance. Et donc, elle ne supporte pas de ne pas y arriver. Alors qu'elle interroge en permanence sur quelque chose où elle ne pourra pas y arriver. Donc, elle nourrit tout un système dont il faut qu'elle arrive à se départir. Elle est petite. Et ouais, moi, ça a été très difficile, ça, de comprendre qu'on allait juger mon enfant, essayer de la faire rentrer dans une case où elle ne pourrait jamais rentrer. Et là, j'ai compris que c'était ça ce serait ça la vie à l'école. C'était dur, ouais. Je l'explique peut-être pas bien, mais pour moi, c'était douloureux, ouais, de comprendre que ça passerait pas, quoi. Si, dans le livre, tu l'expliques bien, parce qu'on sent que tu parles de cette dissociation, que t'écoutes plus. Ah ouais, j'écoute plus à la fin. C'est ce conseil de classe, enfin voilà, ouais, c'est ça, ouais. Tu t'es là, mais à un moment donné, j'écoute ton plus, corps, en fait. Ouais, à un moment donné, j'écoute plus, ouais. Parce que c'est trop, parce que c'est sûrement le moment où tu réalises que. Ouais, c'est le moment où je réalise. Il y a une permanence qui va s'installer. Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve ça très violent. Je trouve ça très, très violent de vouloir à tout prix, d'imaginer qu'on a pu autant scruter mon enfant, autant l'évaluer et autant imaginer comment elle était. Et puis c'est dur d'entendre que son enfant a un stress de performance à cet âge-là, elle a pas 8 ans, quoi. C'est difficile, surtout qu'on se dit mais merde, c'est difficile. Ce qui est difficile pour moi, c'est de l'entendre dire qu'elle y arrivera jamais, qu'elle est bête. Non, c'était dur, ouais. C'était un moment très très douloureux pour moi. Et puis bon, maintenant ça va mieux, mais ouais, c'était dur. Ouais. Parce que, alors par contre, concrètement, d'avoir ça, c'est quand même une aide pour elle dans l'apprentissage. Ça veut dire qu'elle a le droit à plus de temps. Ça veut dire que les consignes lui sont lues. Comment est-ce que ça se concrétise dans son quotidien? Ouais, c'est ça. En fait, t'as plusieurs degrés, mais le premier degré, là, ça s'appelle le PAP. Alors, désolé, il y a plein d'acronymes. C'est le plan. Ton livre, il est plein d'acronymes. Ouais, je suis désolée. Pourtant, j'ai essayé de faire simple. Ouais, mais si tu peux rien, c'est la langue française. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'administration française. T'as le PAP, donc plan d'accompagnement personnalisé, où là, t'as pas besoin de passer par une reconnaissance de handicap. Okay. Donc voilà. Et là, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir comme aménagement? C'est pas toi qui décides, en fait. C'est vraiment décidé par l'équipe pédagogique et l'orthophoniste et le psychomotricien pour que ce soit le mieux pour l'enfant. Donc ça va être du temps supplémentaire, lire les consignes à l'oral quand c'est possible, avoir des polycopiés avec des interlignes particuliers, une police douce, des choses comme ça, pour lui permettre en fait justement d'avoir le bon support pour montrer qu'elle sait, qu'elle raisonne et qu'elle apprend. Et elle a le droit à une calculette, c'est ça? Elle a le droit à une calculette, c'est ça. Est-ce que les ordinateurs sont plus alors les ordinateurs oui inclus. Mais ouais, alors les ordinateurs il faut passer quand même par une reconnaissance de handicap, c'est okay. Oui et non, ça dépend, mais souvent il faut se battre très fort pour avoir l'ordinateur sans la reconnaissance du handicap. Et ça veut dire qu'il faut payer, les parents doivent payer. OK, parce que ça pourrait vraiment l'aider à écrire et donc vers ah ouais, l'ordinateur c'est super. L'ordinateur c'est super parce écrit. Que ils font plus de fautes, il y a des correcteurs automatiques. En plus, il y a des ordinateurs où ils peuvent écouter la consigne. Donc, il y a des lecteurs en fait audio qui leur permettent d'écouter la consigne, donc ils sollicitent pas le maître ou la maîtresse. Enfin, c'est vachement bien. C'est très adapté. Est-ce que pour des enfants qui souffrent de ces troubles, on peut avoir une AVS? Alors on dit plus AVS, AESH. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir une aide humaine, donc l'AESH, l'accompagnant des élèves en situation de handicap. Bienvenue dans le monde des acronymes. Mais ça, il faut que tu passes par le dossier MDPH, maison départementale des personnes handicapées, pour avoir une reconnaissance de handicap. Et c'est ce que tu expliques, c'est que même quand il y a ça, c'est pas garanti qu'il y ait le personnel formé qui puisse accompagner l'enfant. Ouais, et aujourd'hui, il y a une politique un peu à double vitesse et où on veut faire des économies. Donc, c'est-à-dire que l'enfant change très souvent d'AESH alors qu'ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'avoir cette figure d'attachement qui les rassure, et donc ça peut être en fait catastrophique pour les enfants. Ouais, ça c'est très violent, ça a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'au début de la loi, donc il y a 20 ans, c'était une AESH, une AVS dédiée, donc tu l'avais 20 heures, 24 heures par semaine, c'était super parce que ça faisait un vrai truc d'être ensemble, c'était très très bien pour tous les enfants avec un handicap, hein, donc notamment les enfants autistes également en tout cas. Et puis là, depuis 4-5 ans, non, ils ont mutualisé, on appelle ça des AESH mutualisés. Et donc là, t'as jamais la même, déjà.
Ça change régulièrement d'une année sur l'autre. Oui, quasi 100% féminin ouais, comme c'est métier. Ça, c'est 90% féminin. Elle représente quand même 130 000 personnes. 130 000 personnes. Donc c'est le deuxième métier en fait de l'éducation nationale, mais elles ont pas le statut, c'est des contrats extrêmement précaires, enfin c'est très très compliqué hein. Et donc elles ont pas de formation, très peu. Et surtout, donc ça change tout le temps, donc c'est très déstabilisant pour l'enfant. Et comme elles sont mutualisées, tu vas l'avoir 6 heures ou 8 heures, mais tu peux l'avoir pour le dessin, tu peux l'avoir pour le sport, alors que ton enfant il va avoir besoin en maths ou en français. Donc c'est beaucoup moins optimisé qu'avant. Et donc il y a pas mal de familles qui le soulignent. En fait, ce qu'on a dit aux familles au moment où ça a changé, au moment où il y avait plus ça je l'ai recueilli, je l'ai pas dit dans le livre. Il y a plein de trucs que j'ai pas dit parce que je me dis que les gens ne me croiraient pas. Tellement c'est violent. Il y a plein de familles qui ont eu des AVS, des AESH qui ont suivi l'enfant. Et quand on leur a dit ça change, c'est mutualisé, ils sont allés voir évidemment l'éducation nationale pour dire mais pourquoi, je comprends pas et tout ça. Et on leur a dit mais il faut pas que l'enfant s'attache. Il y a ça. Et un truc important aussi, c'est-à-dire que normalement les parents n'ont pas à dire à l'AESH quel est le trouble de l'enfant. Ouais, alors beaucoup de parents le disent parce que sinon tu peux pas fonctionner. Mais en fait, l'éducation nationale ne dira pas à l'AESH de quoi souffre l'enfant. C'est aux parents de le dire. Ouais, ça non plus je l'ai pas dit, tu vois, parce que je me dis que tu croirais pas. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois encore en état de sidération ouais, tu vois, à chaque fois. Ah oui, c'est sidérant, ouais. Non, ouais. Donc évidemment qu'il faut expliquer à l'AESH de qu'est-ce qu'a l'enfant, quoi, pour qu'il soit le mieux accompagné. Dans le livre, tu le dis un peu à demi-mot que forcément toute cette attention que vous devez porter à votre fille, tous ces sacrifices que vous faites sur votre vie au travail ou même j'imagine la vie sociale, ça a un impact un peu sur votre couple. Est-ce que ça a été quelque chose que tu n'avais pas réalisé, que le trouble de ton enfant aurait un impact sur la vie de famille? Ouais, ça a un impact sur la vie de famille assez fort, c'est vrai. Non, pas forcément, parce que moi, au début, je pense vraiment que ça va passer. Et au début, elle a qu'un trouble véritablement, très, très présent, très prégnant, qui est la dyslexie, dysorthographie. Mais comme je me dis que ça va passer, je suis un peu une battante, donc bon. Mais comme après, il y a la dyscalculie qui s'en mêle, plus la dyspraxie, là, je rentre quand même dans une autre galaxie. Et voilà, je rentre vraiment dans une autre galaxie. Donc ouais, non, ça impacte beaucoup les relations sociales, la famille, les amis. Pas les mêmes sujets, il y a des sujets que j'évite moi, très nettement. Et sur la vie personnelle, la vie intime, ouais, c'est dur parce que t'as l'impression de gérer en permanence un emploi du temps. Et puis t'es pas toujours d'accord surtout sur comment accompagner, comment être là. Donc tu te confrontes, mais ouais, faut être solide. Tu t'isoles. Ouais, tu t'isoles. Tu t'isoles et en parallèle, tu l'expliquais que tu dédies un chapitre à ces autres mamans où tu le nommes On se sait parce qu'il y a que avec ces personnes-là ou peut-être le personnel médical qui vous suit où tu peux savoir être toi et en tout cas donner tes difficultés. Ça t'a donné beaucoup d'énergie d'avoir trouvé d'autres parents dans la même situation? Ouais, beaucoup. En fait, moi, j'ai eu besoin de comprendre, donc et d'accepter. Donc, j'avais fait un documentaire audio. On mettra les liens de ton documentaire. Sympa. Il y a 2 ans et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé en fait pour comprendre, accepter, voir que on s'en sortait, même si j'ai confiance en ma fille, mais j'ai pas confiance dans le système. Donc, je sais que quand tu n'es pas dans la norme, tout va être plus compliqué. Et c'est ce qu'elle vit. Et c'est forcément ce qu'on vit. Et quand on est parent, on s'inquiète toujours pour son enfant. Et donc, je me dis, elle est pas dans la norme, elle pourra pas être dans la norme. Soit j'essaye de tordre la norme, soit j'essaye de lui montrer que c'est pas grave et qu'elle y arrivera. Mais ouais, j'ai eu besoin, moi, d'être rassurée sur moi à un endroit, je pense. Parce que ça t'expose à une très grande, à ta propre fragilité, quelque part. Mais ouais, moi j'ai rencontré c'est vrai que on se sait, oui, c'est vrai, c'est une expression que j'aime beaucoup qui vient des infirmières. Et c'est vrai qu'on se sait, c'est-à-dire que tu vois, je vais rencontrer une maman qui va me dire mon enfant a ça, il vit avec ça et elle aura pas besoin de me dire à quel point elle court, à quel point c'est dur, à quel point le couple vacille, à quel point beaucoup se séparent.
à quel point elle est inquiète, à quel point elle fera tout aussi, et à quel point elle se bat, et à quel point elle trouve ça injuste aussi à certains endroits. Alors, pas besoin de me le dire, je le sais. Et c'est vrai qu'on gagne du temps. On se juge pas, bien sûr. Et oui, c'est une béquille. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai rencontré une femme super il y a 2 ans, et c'est vrai qu'on est très très en lien, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est du réconfort. Et parfois, les autres parents, ils peuvent pas forcément comprendre, et tant mieux. Moi, je leur demande pas de comprendre. J'en parle pas, en fait, aux autres parents. Alors maintenant, j'ai écrit un livre, donc, mais tu vois, j'en parlais pas, particulièrement. Parce que tout de suite, tu comprends qu'on ne comprendra pas, parce qu'il y a cette idée reçue que c'est pas bien grave. Mmh. Et c'est vrai que dans le fond, c'est pas bien grave. C'est juste le système qui fait que ça devient grave. Mmh. Ça devient complexe. Oui, c'est ça. C'est surtout ça, en fait. C'est le fait d'être dans l'environnement scolaire qui donne une gravité à la situation. Ouais, puis l'accès aux soins, tu vois, te dire qu'il faut batailler autant. En fait, tu vois, moi, quand elle me dit, quand l'orthophoniste de ma fille me dit, je vais prendre votre fille en rééducation, c'est parce qu'elle a un trouble tellement fort qu'elle la prend en rééducation. Donc, elle l'a fait passer au-dessus de la pile d'autres enfants peut-être qui attendent depuis plus longtemps, parce qu'elle en a plus besoin que d'autres. Ils sont quand même obligés de faire ça. C'est dur. C'est vraiment dur. Donc il y a ça, et puis l'école, l'école, ils ont pas formé les enseignants, donc c'est quand même un peu compliqué pour tout le monde. Et puis après, le parcours administratif, faire reconnaître le handicap, c'est juste tellement injuste. Donc il y a plein d'endroits d'injustice et de très grande solitude, parce que le monde ne l'imagine pas, parce que finalement, c'est pas très grave, quoi. On s'en sort. Mais oui, on s'en sort, mais à quel prix, en fait? Et c'est pour ça qu'il y a les portraits aussi, c'est-à-dire que tous ceux qui s'en sortent, derrière, il y a les parents. Quand il n'y a pas les parents derrière, pour soutenir, pour accompagner au rendez-vous, pour préserver un bout de confiance, quelque chose, ils ont pas les mêmes trajectoires. Donc moi, j'ai quand même cette responsabilité, évidemment, en tant que parent, de me dire, ma fille, faut que je la rattrape. Moi, qu'elle n'arrive pas bien à lire, qu'elle ne soit pas ce qu'on appelle en lecture fonctionnelle aujourd'hui, alors qu'elle va avoir 10 ans, ça me pose pas, je sais que ça ira, qu'elle compensera, il y a des outils numériques, plein de choses comme ça. En revanche, qu'elle me dise tous les jours qu'elle est bête, moi, mon combat, il est là. Et comment faire pour qu'elle arrête de me dire qu'elle est bête? C'est lui montrer qu'elle est capable par endroit. Comment je lui montre quand à l'école, on n'arrête pas de lui dire qu'elle est pas capable? Tu vois, c'est ça la grande difficulté. Aujourd'hui, elle a 10 ans, ce qui veut dire qu'elle a une grande conscience de son trouble, de ses relations aux autres. Tu l'expliques dans le livre, c'est aussi des profils qui sont beaucoup plus harcelés à l'école. Ouais. Comment elles sont, ces relations sociales? Comme elle est très intense, ma fille. Non, ça va. Il faut être là, quoi. Faut décoder un peu des trucs, quoi. Elle peut. Comme elle est persuadée qu'elle est bête, mais vraiment, enfin, tu vois, je le dis vraiment, et qu'elle est désolée aussi tout le temps. Tu vois, elle me dit tout le temps, mais pour un truc débile, je sais pas moi, qu'est-ce que c'était hier? Je sais plus, qu'est-ce qu'il y a eu? J'avais trouvé un truc complètement anodin, mais elle me dit, je suis désolée, je sais plus ce que c'était. Tu t'es pas lavé les dents? Oui, je suis désolée. Ah oui, mais arrête d'être désolée, fais-le, c'est pas grave. Tu vois, c'est tout le temps, quoi. Surtout. Mais elle va me dire qu'elle est désolée 20 fois par jour. Mais en fait, c'est montrer qu'elle est désolée de qui elle est. Tu vois, moi, elle me le dit, moi, elle déteste avoir ce trouble. Mais vraiment, mais elle déteste, alors que moi, je suis tranquille avec ça maintenant. Mais elle déteste parce que ça la met en échec en permanence. Tu vois, donc c'est très compliqué de faire accepter le trouble, pour elle, en tout cas. De comprendre que c'est pas, aussi que c'est pas qui elle est. Ça, c'était super important pour moi. De dire, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu as. Ça, c'était très, très important pour moi, parce qu'en fait, même moi, je le dis, elle est 10 et tout ça. Et je sais qu'il faut que je me reprenne pour dire non, elle vit avec un trouble. Elle a un trouble. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, tu les réduis qu'à ça, qu'au trouble. Et déjà que ça prend tout en eux si petit, et que c'est compliqué quand même à l'école de pas être très bon en classe. T'es toujours un peu chambré. Tu vois, moi, elle a été prise dans des petits groupes de remédiation. Donc, c'est pareil. Tu sors de classe pour aller chez l'orthophoniste. Tu sors de classe pour aller dans les petits groupes avec les pas très bons élèves. Tu vois. Donc, tu vois, t'es identifié comme, c'est difficile. Et donc, elle a toujours besoin d'être rassurée en permanence sur ce qu'elle fait. Elle a toujours besoin de s'excuser. Et, elle a, ça va te faire rire, mais tu vois, ces trucs-là, comment ça s'appelle, ou les petites balles que les enfants... Anti-stress, là. Ouais, tu vois, les balles anti-stress. Hein. Les mochis, ça fait un truc comme ça. Ah oui, les tu squishy. vois. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois, je sais jamais le dire, voilà. Elle dit squishy, mais c'est squishy. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça. Et elle en a un où t'appuies dessus, ça te fait des billes dans tous les sens. Elle l'appelle dyslexie. Elle l'appelle dyslexie. Ouais. Ça, c'est mon cerveau, c'est dyslexie.
Ok. Tu vois, ça va très loin quand même. Mais non, elle va mieux quand même. Ça a été très dur l'an dernier. L'an dernier, c'était l'année du CE2, c'était très difficile. Elle a fini en béquille, c'était très, très douloureux. Ça a été l'année la pire. Mm-hmm. Tu expliques dans le livre qu'il y aurait des solutions. Il y a des écoles alternatives qui ont mis en place ce type de solution. Ce serait d'avoir sur place un ergothérapeute, une orthophoniste, une psychomotricienne. Ouais, tout à fait. Donc d'avoir le personnel médical pour pas que les enfants sortent en permanence de la structure scolaire, et aussi, bon, évidemment d'avoir des gens formés et peut-être de regrouper en classe les 10 pour adapter à tout le monde. Là, c'est ça la solution pour toi qui serait idéale, on va dire? Ouais, en fait, ce serait super que le médico-social puisse rentrer dans l'école. Donc, ce qui se fait dans les écoles alternatives, comme tu as dit, ça, c'est super parce que déjà, l'enfant est moins stigmatisé, il est au même endroit, il n'a pas à le faire en sortie de classe ou en fin de journée, parce qu'en plus, en fin de journée, ils sont crevés, les enfants, surtout les enfants 10, particulièrement, enfin, tous les enfants, mais donc, comment tu veux qu'ils y arrivent en remédiation à 17h30, 18h, 19h? Bon, bref. Ça, on les aide pas, finalement. Et donc ça, ce serait super de faire venir le médico-social. Ce serait génial, ce que font donc ces écoles alternatives. Et après, en fait, il faudrait qu'il y ait plutôt une accessibilité universelle des apprentissages. Ça, ce serait génial. Ils le font au Canada, ça vient de là. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que quand je parle de ça, c'est les enseignants, comme ils sont pas formés, ils te disent « Mais moi, j'ai plein d'enfants avec des profils neuroatypiques. Je peux pas faire de la pédagogie différenciée. » Ce que j'entends parfaitement. On demande quand même beaucoup aux enseignants non formés. Très bien. En revanche, si tu retournes à l'éducation nationale, ce pourquoi je milite, dans la manière d'apprendre, et que tu es dans l'accessibilité universelle des apprentissages, on sait quand même que, tu vois, quand tu as un polycopier en police Arial 12, avec un interligne d'1,5, que tu sois 10 ou pas 10, tu liras mieux. Tu lis mieux, oui, c'est sûr. Tu vois? Parce que ça aide même les faibles lecteurs, ça aide tout le monde. Donc en fait, pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on n'adapte pas les manuels scolaires? La loi a 20 ans. T'apprends quoi? T'apprends sur le manuel. En France, on apprend quand même sur le manuel. Aucun manuel scolaire n'est adapté. Adapté, c'est-à-dire mettre des codes couleurs pour les syllabes, des choses comme ça. Prévoir des interlignes. Ce serait un manuel qui serait favorable pour tout le monde. On sait aussi que dans les aménagements de classe, il faut pas trop surcharger. Parce que ils sont moins bons en discrimination visuelle et tout ça, c'est pas bon. Mais c'est pour n'importe quel enfant. Encore plus pour un enfant avec une neuroatypie. En fait, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas très onéreuses parce que refondre les manuels scolaires, je pense que ça coûte moins cher que mettre des aides humaines partout, les AESH. Tu vois, donc faut repartir un peu de la base et des apprentissages. Si déjà on leur apprend à la pédagogie quand même, c'est l'art d'enseigner, à enseigner comme ça pour amener tout le monde. Le binôme, tu vois, un truc auquel je pense souvent. Quand t'es au lycée, que tu fais physique, moi j'étais nulle, hein, mais que tu fais physique, tu vois, tu fais le truc de laboratoire, t'es en binôme. Bon, quand t'es dyspraxique, tu vas pas aller disséquer la grenouille, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ça va être ton petit camarade qui va disséquer la grenouille. Mais le raisonnement, tu vas l'avoir. Donc, en fait, là, t'es évalué sur ce que ton raisonnement. Retenu, oui, ouais, sûr. c'est ça, tu vois. T'as compris la situation. C'est ça. Donc, ça se fait tout seul. Donc, travailler en binôme, tu pourrais très bien avoir dans une classe. Ça se fait dans les classes double niveau, d'ailleurs. Je crois, mais tu pourrais avoir dans une classe des élèves qui sont plutôt forts, qui vont prendre un élève moins fort et qui vont être derrière l'enfant un peu, tu vois, pour l'amener avec la supervision, évidemment. En fait, il y a pas mal de choses qui peuvent exister qui, à mon avis, ne sont pas si onéreuses que ça, mais c'est repenser tout un système. Et ça, on en est quand même très, 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 très loin en France. Mais faire venir le médico-social, oui, moi, je plaide vraiment pour ça. Ça allégerait les familles. Vraiment, ça allégerait les familles, la charge mentale, ils auraient pas à courir. Beaucoup de mères continueraient de pouvoir travailler normalement. C'est quand même énorme, les chiffres. Tu penses que c'est quoi qui bloque? Est-ce que c'est la bureaucratie ou est-ce que c'est un dédain de ce que sont vraiment ces troubles-là? On est quand même très nombreux, tu vois, parce que là, on parlait des troubles 10, mais c'est quand même un Français sur 6, quoi. Donc, on est quand même très, très nombreux. Je pense qu'il y a quelque chose. Et moi, la première, tu vois, moi, si j'avais pas eu une enfant qui était en situation de handicap, jamais je m'y serais intéressée. Jamais j'aurais intéressée, je ne sais pas, mais en tout cas, jamais j'aurais imaginé, tu vois. Jamais j'aurais imaginé ce que vivent les mères, mais jamais j'aurais pensé que c'était possible qu'il y ait 2 ans tu vois, la sidération dont tu me parles, ça me fait du bien de l'entendre parce que quand t'es dedans, tu l'oublies. Je me dis, en fait, faut être sidéré. En fait, il faut garder. Même moi, tu vois, je me dis, il faut que je garde ce truc de sidération. C'est pas possible, en fait, de se dire que il y a des familles qui attendent 2 ans pour avoir rendez-vous chez l'orthophoniste, pour essayer de rattraper l'enfant. Enfin, il y a combien d'enfants qui sont sacrifiés, finalement. Donc, je pense qu'il faut changer complètement la mentalité, il faut
Je pense qu'il faut que la société comprenne ce que c'est. Je suis convaincue que la prise de conscience et le changement ne viendra que si la société comprend ce que c'est. C'est-à-dire que mon voisin, ma voisine qui n'est pas concernée se disent « Ah, ok, ça c'est pas juste, ça c'est pas normal. C'est pas normal que cette famille, elle vive ça. C'est pas normal que cet enfant, il attende aussi longtemps. C'est pas normal que cet enfant, finalement, il finisse par devenir un enfant sacrifié. C'est pas normal que ma voisine Nadia, elle arrête de travailler pour s'occuper de son enfant parce que c'est pas possible de devoir se battre en permanence pour faire reconnaître le handicap de mon enfant auprès des maisons de santé, des maisons départementales des personnes handicapées. Tu sais que quand tu as un enfant trisomique, je parle même pas de la dyslexie, tu dois prouver tous les 2 ans qu'il est trisomique. Ah bon? Oui, tu dois prouver tous les 2 ans qu'il est trisomique, tu dois refaire un dossier. Mais quand je te dis un dossier, c'est des pages et des pages et des pages et des pages où tu dois parler du projet de vie de ton enfant, où tu dois refaire des bilans, où tu dois repayer pour prouver le handicap de l'enfant. Moi, c'est pareil. Tu vois, il y a plein de familles que j'ai rencontrées. La dysphasie, c'est un trouble permanent et durable. Dysphasique, c'est un peu comme les autistes pas comme les autistes non verbaux, mais bon, ça peut au début, à la naissance, ça peut être comme ça. Ça peut, mais pas tout le temps quand même. Bah, tu dois prouver tous les 2 ans. Moi, je dois prouver tous les 2 ans que ma fille est en situation de handicap. Tous les 2 ans, je dois refaire un dossier. Tous les 2 ans, je dois refaire des papiers. Mais en fait, c'est des dossiers mais qui font 10 kilos. C'est hallucinant ce qu'on demande. Et c'est repartir en rendez-vous. Tu sais qu'il y a des entreprises qui donnent des jours de congé dans les accords d'entreprise pour justement permettre aux personnes en situation de handicap, aidants ou concernées, d'avoir une journée pour faire le dossier administratif. C'est pour que tu prennes la mesure de ce que ça implique quand même. C'est cette réalité-là, tu vois, auquel les familles sont confrontées. Donc, il y a une maltraitance administrative. Vraiment. Surtout que moi, j'habite à Paris. Mais si je décide d'aller à Bordeaux, eh ben, figure-toi que je vais transférer mon dossier. Mais si ça se trouve, les aménagements que j'ai à Paris, j'aurais pas les mêmes à Bordeaux. Parce que c'est départemental. C'est au bon vouloir des départements. Tu le dis ça dans le livre, il y a des écoles, il y en a une par ici d'ailleurs, à Aisine, qui est collée à Bordeaux, qui est une école alternative qui est bienveillante, en tout cas qui accueille les profils 10. Ouais, ils sont tous formés. Voilà, qui sont formés, qui ont vraiment eu ce projet autour de ce handicap. Il y a des familles qui viennent de la France entière pour pouvoir aller dans ce type d'école. Donc il y a vraiment des projets de famille autour du handicap parce que il y a pas ce qu'il faut dans l'éducation nationale classique. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est classique. Toutes les écoles comme ça alternatives qui se créent. Donc là, ça a été quand même créé par 2 familles. Donc on est quand même prêt aussi à déplacer des montagnes pour son enfant, puisque l'une des familles avait a toujours un enfant qui est dyspraxique et qui a beaucoup souffert à l'école publique, à l'école d'éducation nationale, privée c'était d'ailleurs, peu importe. Et c'est vrai que là tout est super adapté. Et elle me disait, la maman, moi j'ai des demandes de Tours, j'ai des demandes de Lyon. C'est des projets de vie, c'est-à-dire que les familles sont prêtes à déménager, à changer de métier ou à se mettre en télétravail ou avoir un des 2 parents qui reste parce qu'il peut pas faire du télétravail et l'autre. C'est ça, c'est cette réalité-là dont on parle. Moi, j'ai rencontré des familles qui ont changé de région. C'est un trouble qui est de plus en plus connu quand même, je tiens à le dire, parce que tu as écrit un livre et il y a eu beaucoup de presse. Tu as fait beaucoup de médias, donc ça veut dire que les gens s'y intéressent, ou en tout cas que ton discours résonne et porte. Ce qui, j'imagine, te donne espoir de pouvoir toucher les pouvoirs publics et les politiques. Si on doit terminer cette interview, est-ce que tu as la sensation là qu'il y a du mieux, ou en tout cas est-ce que tu as été peut-être contacté par les ministres ou des gens en politique? Est-ce que il y a un horizon qui se dégage ou pas? Ouais, j'ai été contactée. Il y a un horizon qui se dégage effectivement parce qu'il y a les 20 ans de la loi, donc il y a un peu cette fenêtre finalement où on fait le bilan et où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Donc on a beaucoup parlé au moment de l'anniversaire sur l'accessibilité, notamment des personnes en fauteuil roulant. Mais je pense qu'il y a une fenêtre là, il y a un projet de loi transpartisane là qui a été présenté et il y a un comité interministériel qui va être mis en place, je crois, début mars. Oui, je pense qu'ils sont en train de réfléchir, c'est-à-dire qu'ils peuvent. Il y a quand même un souhait de rendre les nœuds du problème, c'est l'accès aux soins. Donc, est-ce qu'ils vont ouvrir le numerus clausus? Je ne sais pas. C'est vraiment l'école. Est-ce qu'ils vont adapter les manuels? Je ne sais pas. J'espère. Moi, j'en parle beaucoup de ça, notamment dans la presse, parce que je pense qu'il faut commencer par là. Et c'est pas très onéreux parce que c'est souvent quand même ce qui est avancé, ce que je peux comprendre. L'accessibilité du bâti, c'est quand même, on n'est pas du tout dans les mêmes budgets. Et après les MDPH, oui, moi, je
suis journaliste, j'ai fait une enquête pour Zèbre et compagnie sur les MDPH où vraiment je pointe du doigt tous les dysfonctionnements et l'absurdité de ce système qui est maltraitant. Vraiment, je le redis pour les familles. Moi, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle, en plus de l'enquête. Et je pense qu'il va y avoir peut-être des modifications. Ce serait bien qu'il y ait des modifications pour les familles. Mais je pense que plus on en parlera, plus les gens comprendront. Et l'idée, c'est quand même vraiment d'être là pour les familles et puis que la société comprenne. Ouais, c'est ça la réalité. Je tiens à dire que nous, en école de journalisme, on nous apprend à écrire en 14 ou 18 sur les fiches télé quand on doit faire de la, tu vois, il y a une raison. Télé. Bah oui, parce que sinon, quand on doit en revenir sur notre texte qui est écrit en tout petit, on peut pas, en fait. Donc, voilà. Je veux dire, on fait des choses qui semblent logiques. Oui. Et c'est un des premiers trucs qu'on nous dit. Écrivez au minimum en 14 avec un interligne pour être sûr et surligné pour être sûr que si vous faites un direct, vous pouvez retomber sur vos oui. Donc, c'est vrai que ça paraît... Quand tu vois tes enfants, ils ont des trucs en pâte de mouche là, tu vois, tu dis mais qui peut lire quoi. Et d'ailleurs, tu le dis dans ton livre que tu dédies ce livre à ceux qui auront du mal à le lire. Exactement. Et t'as écrit avec des écritures qui sont j'ai fait attention. Non, j'aimerais qu'ils partent en audio surtout. C'est surtout ça, je les demande pour qu'ils partent en livre audio et ça j'aimerais vraiment qu'ils partent en livre audio parce qu'il y a des gens qui veulent le lire qui peuvent pas. Au moins s'ils peuvent écouter ce podcast déjà. Ce serait super. Exactement, ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment c'est super. Que ton combat va porter et que ce que toi t'as vécu, ce sera plus la réalité des familles après toi. C'est ce qu'il faut espérer. Ça pas encore tout de suite en tout cas, et que ta fille va pouvoir évoluer au collège et au lycée de la manière la plus fluide possible. Non mais ça va aller. Merci. Merci Clémentine, merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.